Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un chapitre de géographie qui s'intitule Habiter des espaces agricoles faiblement peuplés. Nous avons déjà parlé ensemble avec mes élèves des espaces faiblement peuplés à forte contrainte. Donc on avait vu qu'il y avait des espaces où il y avait peu d'habitants parce que c'était des endroits où il était difficile de vivre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des endroits où il y a peu d'habitants, mais où est pratiquée l'activité agricole. Donc, je rappelle le but de ces vidéos, d'avoir des explications sur les leçons, d'avoir accès à des corrections. Pas toutes les activités seront corrigées cette fois-ci, vous verrez pourquoi. Et avoir également quelques éléments d'explication et de documents supplémentaires. Donc c'est parti. Et avant d'introduire le chapitre, nous allons regarder 4 images qui sont issues de 4 continents et qui illustrent d'une certaine façon l'activité agricole. Alors on a ici des rizières, donc en Asie. On a ici des moissonneuses qui sont en train de faire de la récolte en Amérique du Nord. La culture de la lavande juste à côté de chez nous. Et des labours en Éthiopie, en Afrique. Donc l'activité agricole, c'est la culture, quand on plante des choses, qu'on les récolte, mais c'est aussi l'activité d'élevage. Et ces activités, elles sont pratiquées dans des espaces ruraux, c'est-à-dire à la campagne. Quel rapport avec ce que nous avons déjà raconté? Eh bien, le rapport, c'est la densité de population. La densité de population, on en a déjà parlé, c'est le nombre d'habitants en moyenne sur 1 km². Ça va nous aider, cet indicateur, à savoir si on se trouve dans un espace qui est très peuplé ou qui n'est pas vraiment peuplé. Donc comment on fait concrètement? On prend 1 km² dans un endroit, on va faire une moyenne, on va compter le nombre de personnes qui y habitent, et s'ils ne sont pas nombreux, on va dire que la densité de population est faible, et s'ils sont très nombreux, on va dire que la densité de population est forte. Donc vous l'avez compris, dans des grandes villes, eh bien la densité de population elle est plutôt forte parce qu'il y a beaucoup de monde dans un espace réduit, ils sont serrés, alors que à la campagne, surtout dans les espaces dont nous allons parler dans cette leçon, il y a une densité de population faible. Il n'y a pas beaucoup d'habitants dans les campagnes dont on va parler, d'accord? Et ces habitants, en général, pas tous, hein, mais en général, pratiquent une activité agricole. Donc, en introduction, dans le monde, on sait que de plus en plus d'habitants décident de vivre en ville. On en a déjà parlé au début de l'année, c'est ce qu'on appelle l'urbanisation. L'urbanisation, c'est quand on part s'installer en ville, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient installées en ville. Cependant, dans les espaces ruraux qui nous intéressent, donc rural ça veut dire à la campagne, qui sont moins densément peuplés en général, on a quand même des habitants qui pratiquent des activités, en particulier l'agriculture, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc nous, la question qu'on va se poser dans cette leçon, c'est comment ces personnes vivent, habitent dans les espaces ruraux agricoles. Et on va choisir 2 exemples dans 2 continents différents. Le premier que j'ai choisi, c'est la Pampa en Argentine. Donc nous allons nous intéresser dans cette première activité à la Pampa argentine, c'est-à-dire une région de l'Argentine que nous allons localiser juste après. Alors pour cette activité, vous pouvez télécharger la fiche sur Pronote pour faire directement les questions dessus. C'est une activité très simple, vous avez des documents, il faut répondre à des questions, c'est très facile et nous allons la corriger de toute façon ensemble, ok? Donc on commence et la première chose que l'on fait lorsqu'on étudie un espace en géographie, c'est le localiser sur une carte. Donc soit vous prenez votre manuel page 187 et vous le localisez tout seul sur la carte, sur le planisphère. Vous pouvez prendre un planisphère aussi si vous ne faites pas partie de mes élèves. Soit vous regardez avec moi la carte suivante. Et vous avez ici une représentation du monde et des états du monde. On va ensemble repérer l'Argentine. Donc l'Argentine se trouve en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est le continent.
Si les continents ne sont pas encore clairs pour vous, il faut absolument les mémoriser parce que vous ne pourrez jamais faire de localisation en géographie sans avoir mémorisé au minimum les continents et les océans. Donc l'Amérique du Sud ici. Nous allons repérer l'Argentine. Hop, la voici en rouge. Et la Pampa, donc la région qui nous intéresse, c'est celle-là. Donc nous allons parler de 7 espaces agricoles dans cette région du pays. D'accord ? Donc maintenant qu'on sait où ça se trouve, eh bien on va lire les documents et essayer ensemble de répondre aux questions. C'est parti. Premier document, nous avons une photographie d'une région de la Pampa argentine, donc des champs qui se trouvent dans la Pampa, dont une région qui se trouve près de Rojas, qui est une ville. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, on voit des champs cultivés, des machines qui sont en train de faire une récolte. Donc, ok, on a observé la photo en détail, on passe au document 2 qui est un texte. On va le lire ensemble. Document 2, culture de la Pampa. Dans les plaines que nous avons traversées, le paysage ne variait pas. Quasiment pas de relief et des routes toutes droites. Nous longions d'immenses champs de soja, de maïs et de tournesol. Dans la Pampa, la moyenne est à 200 hectares. À l'entrée et la sortie de chaque ville que nous traversions, il y avait d'énormes silos de stockage flambant neufs. Les seules publicités que nous avons vues étaient celles des constructeurs de machines agricoles et des semenciers. L'agriculture argentine vue par les jeunes d'Osville, le trait d'union pays 2014. Donc on a ici un petit texte qui nous parle aussi de l'agriculture dans la Pampa. Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser ? Tout d'abord, quelle culture, c'est-à-dire qu'est-ce qui est planté dans cette région d'Argentine selon les documents que nous avons sous les yeux ? Eh bien, premièrement du soja, puisqu'on le voit dans la photographie, mais aussi du maïs et des tournesols. Donc les cultures majoritairement pratiquées sont celles du soja, du maïs et du tournesol. On voit aussi que dans le texte, il y a des silos de stockage. Les silos, ce sont des réservoirs dans lesquels on stocke le grain en général, donc ça correspond à ça. Comment sont les champs, comment sont les parcelles décrites par les jeunes voyageurs du document 2 ? Eh bien, ces parcelles, ces champs sont très très grands, puisque on voit qu'ils font en moyenne, en tout cas les exploitations agricoles font en moyenne 200 hectares. Les exploitations sont très grandes, en moyenne 200 hectares. Quand on utilise un passage du texte, on met des guillemets pour citer un morceau. Voici ce qu'on a appris jusqu'à présent sur la Pampa argentine. En plus de vos documents sur la fiche, nous allons regarder une petite vidéo. Cette petite vidéo, elle n'est pas nécessaire pour répondre aux questions, mais elle va nous donner des informations complémentaires. Donc, on va écouter cette vidéo. Je coupe juste ça. Et on en parle juste après. Nous sommes près de Rosario, en Argentine. Gustavo Marini se souvient des citronniers qu'il faisait pousser il y a encore 7 ans. Avant ici, il y avait des animaux. On avait une vache, un cochon, des poules. C'était une vie bien différente de celle d'aujourd'hui. On pouvait vivre davantage en communion avec la nature. Mais la réalité économique a été plus forte. Le soja arrive en masse dans les années 2000 en Argentine pour satisfaire la demande des pays asiatiques. Bientôt, les citronniers ne sont plus rentables. Gustavo vend sa terre, héritée de son père, et rachète un champ pour y cultiver du soja. J'ai été pratiquement le dernier de la région sud de la province de Santa Fe à faire des citrons. Et j'ai décidé de changer. Ma terre avait une valeur sentimentale et j'ai donc essayé de la garder jusqu'au dernier moment. L'histoire de Gustavo ressemble à celle de nombreux cultivateurs et éleveurs en Argentine. La production de soja a été multipliée par 4 en 15 ans pour atteindre 49 millions de tonnes l'an dernier. Les prix à la bourse de Rosario ont explosé, passant de 150 $ la tonne il y a 10 ans à plus de 500 aujourd'hui. La chaîne de production du soja est la plus importante pour l'Argentine en termes économiques. Cela représente environ 10% du produit intérieur brut selon les études.
En Chine ou en Inde, les tourteaux de soja alimentent le bétail dans des pays où les classes moyennes consomment chaque jour davantage de viande. Mais la monoculture de soja en Argentine n'est pas sans risque. Elle crée une dépendance et fatigue les sols. On a besoin de rotation des cultures, notamment de faire une combinaison de céréales et d'oléagineuses. A priori, je pense que l'Argentine va devoir mettre en place des politiques spécifiques à l'avenir pour tenir compte de cette problématique. Gustavo alterne culture de soja et de blé, mais les céréales étant beaucoup moins rentables, bien d'autres agriculteurs ne font que du soja. Des profits à court terme qui pourraient mettre en danger à l'avenir la sécurité alimentaire de l'Argentine et son économie encore fragile. Voilà. Donc si la vidéo allait trop vite, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière pour la repasser. On va essayer d'en parler rapidement. Donc quelles étaient les cultures pratiquées avant celle du soja dans cette région? En tout cas, pour Gustavo, dont on entend le témoignage dans cette vidéo, il s'agissait de citronniers, donc des citrons, mais il explique qu'il avait une petite ferme où il pratiquait l'agriculture, mais où il plantait des choses assez différentes, des citrons, et puis il avait des animaux, il plantait d'autres arbres, d'autres produits. Pourquoi est-ce qu'il a choisi, lui et les autres paysans de la région, de planter du soja, de changer ses cultures? Eh bien, il a choisi de planter du soja par intérêt économique, c'est-à-dire que ce soja est vendu à d'autres pays pour alimenter des animaux et ça lui rapporte plus d'argent. Donc, il a choisi de planter du soja pour gagner plus d'argent, d'accord? Donc, c'était pour vous montrer un petit peu les transformations qui ont eu lieu dans cette région du pays et qui sont liées à l'agriculture. Alors on avance, puisque ça c'était une vidéo en option, et on repasse au document que vous aviez vous sur votre fiche. Le document 3 était le suivant, je vais le lire avec vous. Il s'appelait l'utilisation des pesticides. Seule une rue en terre sépare la maison de Viviana Peralta des champs de soja où l'épandage de pesticides se fait par avion. Elle s'est rendue compte que sa fille Aylen faisait des crises d'asthme à chaque fois que l'avion passait. Depuis, la justice a interdit l'épandage par avion à moins de 1500 mètres des habitations. Cependant, il est toujours largement pratiqué avec des effets sur l'environnement et les habitants. Donc, qu'est-ce que c'est que l'épandage? C'est quand on met des pesticides par avion, donc là c'est un espèce de petit hélicoptère ou un drone, je ne sais pas trop, qui va diffuser des pesticides sur les champs cultivés par voie aérienne, d'accord, en le projetant dessus. Et donc ce texte parle de cette technique de diffusion des pesticides. Les pesticides, c'est des produits chimiques qui sont destinés à tuer les petits insectes qui vont manger les cultures. Ce sont des produits chimiques qui sont un petit peu agressifs, d'accord ? Alors quel problème ça pose, cette culture du soja et l'utilisation des pesticides pour les habitants qui vivent à côté? Eh bien, selon cette habitante, donc Viviana Peralta, le problème c'est que les paysans utilisent des produits chimiques dans leurs champs, mais ça a des conséquences sur l'environnement, ça va polluer l'environnement, et ça a aussi des conséquences sur les habitants, puisque sa fille, à cause de ces pesticides, elle a développé des crises d'asthme, d'accord? Donc elle a des problèmes de santé. Donc voilà la réponse que j'ai mise. Certains agriculteurs utilisent des pesticides par épandage, donc ça veut dire qu'ils arrosent leurs champs de pesticides. Leur utilisation touche, il y a une faute, les habitants qui développent des maladies. Les pesticides polluent aussi l'environnement. Donc il faut faire attention à l'utilisation de ces pesticides selon cette dame, puisque ça a des conséquences sur les gens qui vivent à côté des champs et aussi sur leur environnement direct. Donc, dernier document que vous aviez à votre disposition, je vous ai mis une publicité issue d'internet, donc issue d'un site internet qui s'appelle À cheval avec les gauchos de la Pampa.
Et donc c'est une publicité qui est destinée à, on va voir à qui d'ailleurs, suspense, qui est destinée aux touristes, sur laquelle on voit des personnes qui sont en train de faire du cheval. Alors qu'est-ce que c'est que les gauchos? Eh bien c'est des anciens, bon c'est toujours, hein, pardon, c'est des personnes qui pratiquent l'élevage à cheval dans cette même région de l'Argentine, qui est une activité traditionnelle. Donc ils vont garder leur bétail à cheval dans ces grandes étendues, d'accord? Sauf que là, cette publicité, elle ne s'adresse pas aux paysans, elle s'adresse plutôt aux touristes qui vont venir visiter l'Argentine et qui vont intégrer des petits groupes de gauchos et qui vont faire des randonnées à cheval pour s'immerger dans le mode de vie de ces paysans. Donc quelle est la nouvelle activité qui se développe dans la Pampa argentine? On a vu que l'activité traditionnelle, c'est l'élevage et l'agriculture, la culture de champs. Quelle est la nouvelle activité qui se développe? Eh bien c'est le tourisme, puisqu'il y a des personnes qui vont venir visiter cet espace et partager la vie des paysans argentins. Donc la nouvelle activité, c'est le tourisme. J'espère que j'ai été assez claire. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur la Pampa argentine? On a appris, pour résumer, que la plupart des exploitations sont très grandes, que les plantations qui sont faites sont majoritairement du soja, du maïs et du tournesol qui est destiné à être vendu dans des pays étrangers, et que ces cultures se font parfois grâce à des pesticides qui ont des conséquences nocives sur l'environnement et sur les habitants. Alors on va regarder cette carte et on va voir si cette carte confirme les informations que nous avons relevées dans les documents. Alors pour ce faire, quand on a une carte, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde déjà quel est l'espace représenté. Ici c'est une carte du monde. Ensuite on va regarder la légende pour essayer de la comprendre. Alors la légende, elle se trouve ici, et on va voir que cette légende se divise en deux parties: les différents types d'agriculture et les principaux espaces faiblement peuplés. Donc déjà, les espaces faiblement peuplés, on voit que c'est ceux avec des ronds rouges là, et la Pampa argentine, vous voyez, qui se situe ici, il y a des ronds, donc ça veut dire que c'est un espace qui est faiblement peuplé en général. Alors ensuite, on va regarder quel est le type d'agriculture qui est pratiqué dans cette région. Eh bien, d'après ce qu'on voit, on a majoritairement du jaune et du rouge, et du orange, pardon. Ça veut dire qu'on est dans une région où c'est une agriculture commerciale mécanisée ou bien de l'élevage commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Une agriculture commerciale, c'est une agriculture qui est destinée au commerce. Ah ben ça tombe bien puisqu'on a vu que les cultures en Argentine étaient destinées à être vendues en particulier à des pays étrangers. Donc on est bien dans une activité commerciale. Et est-ce que cette agriculture est mécanisée? Eh bien oui, puisque une agriculture mécanisée, c'est quand on utilise des machines. Donc cette carte confirme bien ce qu'on avait déduit grâce aux documents et à nos réponses aux questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui ressemblent à ce type d'agriculture pratiquée en Argentine? Eh bien oui, on peut en repérer d'autres. Par exemple, au Brésil, ici un petit peu au-dessus, aux États-Unis, en Europe, même si ce n'est pas tout à fait des espaces faiblement peuplés, on a des endroits où les activités agricoles sont principalement à but commercial et se font grâce à l'utilisation de machines. Donc dans les pays plutôt riches, développés, on a une agriculture qui est majoritairement destinée au commerce et pratiquée grâce à des machines, grâce à l'utilisation de machines. Je dis bien majoritairement parce qu'il y a quand même des agriculteurs qui ont des exploitations différentes. En Australie aussi, pardon. Alors, voici deux images qui viennent illustrer les deux éléments de déduction que nous avons déjà vus. L'agriculture intensive et commerciale, c'est une agriculture qui produit et qui
et dont la production est destinée à la vente, au commerce, c'est ce qu'on a dit. Et l'agriculture mécanisée, c'est l'agriculture qui utilise des machines. D'accord? Donc en Argentine, on est dans les deux cas. Vous pouvez noter le grand 1 de la leçon, qui s'intitule « Des espaces agricoles de faible densité dans les pays riches » et qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Dans les pays riches ou développés, les agriculteurs utilisent des moyens techniques modernes, irrigation automatisée, machines pour les récoltes et semences, etc. On parle d'agriculture mécanisée, qui utilise des machines, et commerciale, parce que le but c'est de vendre ses produits. Dans les grands espaces comme la Pampa argentine ou les grandes plaines des États-Unis, la densité de population est faible, mais la production est très importante. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais ils produisent beaucoup de choses parce qu'ils utilisent des machines et parce que leurs champs sont très étendus. On parle d'agriculture intensive et commerciale, c'est-à-dire une agriculture qui produit beaucoup dans le but de vendre beaucoup également. Donc je vous laisse ce grand 1 affiché à l'écran. Vous pouvez le recopier sur votre cahier puisque c'est le bilan ou la trace écrite, enfin la leçon qu'il faudra retenir. Et sur cette vidéo, je ne vais pas faire la présentation ni la correction de l'activité 2. Je le ferai la prochaine fois puisque c'est une activité qu'il faudra me rendre via Pronote et mon adresse mail. Donc pour le moment, je vous laisse écrire cette leçon et puis je vous donne les consignes via Pronote. Je mettrai la correction de l'activité 2 quand vous me l'aurez rendue. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Relisez bien, repassez la vidéo si nécessaire et je vous dis à bientôt.